Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 consacré à l'histoire des supports audio. On va parler aujourd'hui du disque phonographique. Si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1 sur le cylindre phonographique, on vous conseille vivement d'aller voir la vidéo avant d'attaquer celle-ci. Le disque phonographique, et plus précisément le gramophone, a été inventé par Emil Berliner. Tout comme Thomas Edison, c'est un ingénieur né en Allemagne en 1851 et naturalisé américain dans les années 1880. Bon, il a malheureusement un palmarès moins impressionnant que Thomas Edison. À part la création d'une machine à tisser, on n'a rien trouvé de palpitant. Désolé. Mais aux alentours de 1887, Berliner invente une machine permettant la gravure et la reproduction sonore de manière horizontale. C'est la naissance du gramophone et du disque phonographique. Et c'est le concurrent direct du phonographe et son cylindre phonographique qu'on a vu dans l'épisode numéro 1. Tout comme le phonographe, le gramophone est dans un premier temps totalement mécanique, et ressemble beaucoup en termes de fonctionnement à la machine d'Edison. Une manivelle fait tourner un plateau, et une tête de lecture lit les informations sur le disque. Quelques années après, le fonctionnement est perfectionné par l'utilisation d'un moteur à ressort pour plus de confort, et une meilleure stabilité de la vitesse de rotation. Même si les deux appareils semblent fonctionner de la même manière, il existe deux différences fondamentales. Le phonographe fait une lecture-écriture verticale alors que le gramophone la fait de manière horizontale. Le support lui-même n'est pas enregistré de la même manière. Berliner utilise des sillons plus ou moins larges pour l'enregistrement. Edison, lui, utilise un procédé basé uniquement sur la profondeur variable de gravure pour moduler le grave et l'aigu. La partie lectrice utilise une aiguille interchangeable qu'il faut remplacer après chaque écoute. La force d'appui est semblable à celle qu'on appliquait sur le phonographe. Les différences de largeur permettent de faire vibrer la membrane dans le grave ou dans l'aigu grâce à la sinuosité des sillons. Et pour que les vibrations soient audibles, c'est comme pour le phonographe, on amplifie le tout avec un pavillon. Comme le phonographe, le gramophone est arrivé pas mal d'années après le premier enregistrement. Ici, c'est l'américain Charles Sumner qui en 1881 enregistre le premier contenu sur un support horizontal en cuivre, au Volta Laboratory. Pour lire les enregistrements, il s'est tout simplement basé sur le phonographe d'Edison qu'il a modifié, le disque étant cependant lu de manière verticale. Ce premier enregistrement est en fait une démonstration technique prouvant qu'il était possible de reproduire de manière claire la parole avec des sillons à largeur variable. L'idée derrière la tête des gens du Volta Laboratory, c'est d'utiliser ce procédé pour faire de l'enregistrement téléphonique. Pour la petite histoire, le Volta Laboratory est un laboratoire dédié à la recherche sur la reproduction sonore qui a été créé par Alexander Graham Bell, le monsieur qui a inventé le téléphone. Entre 1881 et 1887, le groupe d'ingénieurs va tester différents supports pour trouver celui ayant la meilleure qualité de reproduction pour la voix. Ils utilisent du zinc, du cuivre, de la cire, et des supports originaux et totalement inappropriés à une distribution de masse comme le disque en laiton avec couche de cire, le carton plâtre avec couche d'aluminium ou encore le disque de verre avec émulsion photographique. Revenons à Berliner. De son côté, il décide d'utiliser un disque en zinc de 12,5 cm recouvert de gomme pour commercialiser son gramophone à la fin des années 1880. Plus tard, il y eut d'autres variantes, par exemple le format 25 cm puis le 30 cm au début du XXe siècle. Les disques passent très vite à la gomme laque et permettent une écoute entre 3 et 5 minutes. En 1893, Emil Berliner dépose un brevet de galvanoplastie pour la duplication des disques. Ce procédé, bien plus facile que pour le cylindre, permettra une diffusion de masse et favorisera l'essor du support. Avant ça, il n'y avait quasiment pas de diffusion du disque phonographique. Les enregistrements se faisaient à l'unité. Au fil des années, le gramophone s'impose face au phonographe. Le support comporte des avantages certains. Plus facile à dupliquer, à produire, à ranger et à manipuler. Finalement, c'est la galette noire qui va remporter la guerre des supports grâce à de meilleurs choix techniques et son faible coût de production, au point que même Thomas Edison se lance rapidement dans l'aventure de la production des disques phonographiques. À la fin du 19e siècle, tous les grands labels proposent des disques et Columbia ira même jusqu'à fabriquer en 1899 le Toy Gramophone, pour les enfants, vendu 3 $ avec 3 mini-disques de cire. Aujourd'hui, ça fait pas loin de 120 € le jouet quand même. Et on pouvait évidemment acheter des disques supplémentaires pour 50 cents. Toujours au début du XXe siècle, on voit l'apparition des premiers disques double face. C'est un avantage de taille face au cylindre phonographique qui logiquement ne permet qu'une gravure externe de sa surface. Au rayon des disques originaux, il y eut aussi des disques distribués par le chocolatier Stolwerk en chocolat. Oui, à l'époque, on mangeait le disque de son artiste préféré, et ces disques ne permettaient qu'une seule lecture. Tu m'étonnes, vu la force d'appui, il devait plus rester grand chose après le premier passage. Ou encore des disques en carton souple pendant la crise des années 30 pour baisser les coûts de production, ou les Français avec des disques en plastique recyclé, et ouais, écolo avant l'heure. Bon, par contre c'était fragile et il y avait un sacré bruit de fond, une belle régression sur le plan technique.
Jusqu'au milieu des années 20, les gramophones sont mécaniques, et il n'y a aucune norme sur la vitesse de lecture des disques. Chaque studio indique donc la vitesse de lecture optimale de 60 à 120 tours par minute sur le disque. Mais en 1925, avec l'électrification des enregistrements, les gramophones abandonnent leur moteur mécanique pour des versions électriques, bien plus stables en lecture. Il est donc nécessaire de définir une vitesse standard de rotation pour les moteurs. Victor étant l'un des plus gros producteurs de l'époque, sa vitesse fut retenue pour normer toute l'industrie, et c'est l'arrivée des fameux 78 tours. L'électrification des enregistrements en studio permet également d'améliorer de façon significative la dynamique et la réponse en fréquence, passant de 250 à 2500 Hz pour les enregistrements mécaniques à un spectre reproduit de 60 à 6000 Hz à la fin des années 20. Et on titille même les 30 à 10 000 Hz à la fin de sa carrière, c'est un peu comme passer de la télévision noir et blanc à la couleur. Largement utilisé et leader sur le marché, le disque phonographique sera peu à peu remplacé par l'arrivée des enregistrements stéréo dans les années 50. Impossible à reproduire par des gramophones, et c'est vers 1958 que le 78 tours est totalement abandonné. La durée de vie de ce support étant tout aussi précaire qu'un cylindre phonographique, il existe très peu de vestiges de ces années, et il est même considéré qu'il n'y a pratiquement plus aucun disque en état de lecture acceptable de l'époque berliner. Heureusement, grâce à l'informatique, on arrive à reproduire les enregistrements altérés. Ce fut le cas pour les recherches effectuées à l'époque du Volta Laboratory. C'est tout de même triste de voir partir en poussière ces enregistrements, mais c'est inévitable. Voilà, cet épisode est terminé, c'est toujours très difficile d'avoir des informations sur ces supports qui ont plus de 100 ans. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et surtout à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour l'épisode 3.